parti. Nous allons parler en premier de Assertivité. assertivité. Il faut le dire à chaque début, comme ça, après c'est plus facile à Ah oui, comme ça tu trier. montes. Super. Ok. C'est à toi. Ça tourne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis très content de vous retrouver cette semaine, comme d'habitude avec Taha Mansour. Salut Alexis, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. On va parler de quoi cette semaine? Cette semaine, on va parler d'assertivité. Assertivité. C'est ça. C'est un mot qui tourne de plus en plus sur les réseaux, notamment si vous êtes sur LinkedIn. Je suis sûr que vous avez déjà tombé sur un post de il faut réussir à développer son assertivité. Vous avez dû voir des coachs qui disent voilà, c'est quoi l'assertivité? Développez ça, développez votre leadership. C'est souvent associé comme ça. Mais peu de gens connaissent réellement la vraie définition et le vrai sens derrière. On va revenir du coup sur l'objectif aujourd'hui, ça va être de mieux comprendre cet élément-là et voir comment ça peut vous servir de prendre plus le contrôle de vos décisions et je vais mettre des gros guillemets, mais le contrôle de votre vie. C'est-à-dire mieux réussir à tracer le chemin que vous voulez avec les gens. Globalement, c'est ça l'idée de l'assertivité. La définition de l'assertivité, après on retrara sur un peu de l'historique, c'est tout simplement s'affirmer dans le respect et la bienveillance de l'autre. Donc j'arrive à m'affirmer, j'arrive à affirmer mes idées, affirmer ce que je veux, affirmer mes demandes, mais en respectant l'autre et dans la bienveillance de l'autre sans l'écraser. Oui, parce que ça pourrait être juste écraser les autres, Exactement. s'affirmer à outrance. C'est ça, qui ne serait pas de l'assertivité. Hmm. Alors, où est-ce que c'est utile? Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Peut-être que vous étiez un peu fatigué, vous rentrez chez vous et là, votre chéri vous dit: «Tiens, j'aimerais bien aller sortir à un resto» et cetera. Vous êtes un peu fatigué, vous avez un peu la flemme, mais vous dites: «Bon, allez, je vais quand même accepter, ça va lui faire plaisir». Voilà. Donc vous y allez, vous passez la soirée, mais comme vous êtes fatigué, du coup, vous passez pas un bon moment. Et du coup, votre chéri vous dit: «Ah bah là, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pas très sympa, tu pas content de me voir?» Et vous faites: «Bah si, 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 c'est juste que voilà, non, 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 on passe un très bon moment». Et ça crée cette espèce de décalage Hmm. de perception de: «Oh là là, vas-y, c'est horrible, à chaque fois qu'on fait une sortie, tu jamais là» et vous vous dites: «Mais purée, mais j'ai quand même accepté et pourtant ça marche pas». À l'inverse, des moments où vous rentrez chez vous et peut-être ça va résonner pour d'autres personnes, vous êtes hyper fatigué et là pareil, votre chéri vous dit ou vos colocs d'ailleurs, hein, ça marche très bien aussi, vous dit: «Ah tiens, ça vous dirait, de sortir, j'aimerais te raconter, ce qui m'est arrivé aujourd'hui». Et là, vous d'un seul coup, comme vous êtes fatigué, vous pétez un plomb et vous sortez, un truc du style: «Non mais lâche-moi, tu vois pas que je suis fatigué? Non mais j'ai pas que ça à faire, dans ma vie. Il y a autres gens que toi, hein, dans ma vie et calme-toi». Et vous rentrez dans votre jambe et vous êtes en et l'autre vous dit: «Non mais c'est horrible, tu me traites comme ça», de manière hyper agressive. Hmm. Souvent, on bascule entre l'un ou l'autre. C'est quelque chose d'ailleurs qui est, développé dans l'introduction de Getting to Yes, qui est le premier livre de négociation raisonnée qui a été développé par William Ury et Roger, je ne sais plus son nom, ça va me revenir. Les négociateurs qui ont développé ça dans le Harvard Law School, qui ont développé la négociation raisonnée dont on avait parlé dans des épisodes précédents. On a tendance à soit accepter en écrasant ce qu'on veut, soit écraser l'autre Hmm. pour atteindre directement nos objectifs. Et on est souvent sur cet équilibre-là. Le souci, c'est qu'aucun des deux n'est sain. Dans le premier cas, ça nous développe notre frustration. On tend vers un truc où on est de moins en moins content, on n'atteint pas nos objectifs. Et le risque, c'est que ça tende vers quelque chose qui n'est pas du tout euh, possible. À l'inverse, si on commence à écraser les autres, bah, ça crée de la distance, ça crée un relationnel qui est moins efficace et du coup, ben, ça nous met dans une position où, on se braque de plus en plus ou alors on se dit que en fait, les gens sont tous méchants avec nous. Ça te parle un peu ces 2 Hmm. Bien positions? sûr. C'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup faire, observer et je vous invite vraiment à le faire pour vous exercer sur l'assertivité. Observer une queue, chez un service client. Genre, vous allez à la Fnac et vous voyez la queue des gens qui sont au service client. Service client, c'est des gens qui sont vénères parce qu'un achat ne leur a pas plu. Donc, vous allez voir cette deux postures. Et je me rappelle la dernière fois j'y étais pour un ordinateur Hmm. et j'ai eu un enchaînement vraiment des deux extrêmes. J'ai eu l'extrême 1 qui est un mec qui vient et qui dit au mec: «Regardez, il marche pas et machin et bidule» et l'autre il fait: «Bah, désolé, en fait, c'est un souci, du fournisseur. Nous, on peut rien faire, il faut que vous connectiez le fournisseur». Il fait: «Mais quoi? Mais vous demandez du coup? Mais mettez-vous à ma place, bordel! Vous réalisez ce que je veux faire? Vous me demandez de faire un effort supplémentaire et tout et machin». Et tu fais: «Bah, je peux rien faire pour vous et machin». Donc il y a un peu ça, une Hmm. espèce d'agressivité que l'on va appeler dans la suite de la domination, c'est-à-dire une posture dominante. Je domine l'autre, j'essaye, je m'en fous de l'autre.
Par contre, j'impose absolument mon envie, l'envie où je veux aller. Et juste après, il y avait une vieille femme qui était allée. Et donc, elle dit: «Oui, mon ordinateur, il marche pas très bien». Et l'autre, il lui fait: «Ah ouais, mais on peut pas faire ça parce qu'il a dépassé, il a dépassé la limite de remise». Et du coup, la vieille, elle fait: «Ah, bon, bah, du coup, je vais faire ça, hein». Et elle se barre. Et je me suis dit c'était très drôle parce que du coup, il y a vraiment les 2 extrêmes. D'un côté, du coup, on a la domination et de l'autre, la vieille dame, c'est la soumission. Mmh. C'est je m'écrase. L'autre, il me dit: «Bon, bah, c'est pas grave» et j'abandonne entièrement mon objectif. On va revenir du coup sur comment atteindre cette assertivité-là. Peut-être qu'il y a un mélange entre les 2. Peut-être qu'il y a un autre chemin, un 3e chemin entre les 2, qui n'est pas une moyenne, mais qui est un nouveau chemin et c'est ce qu'on va appeler l'assertivité. L'assertivité, c'est je n'oublie pas mes objectifs et en même temps, j'essaie d'écouter l'autre. Alors, un truc intéressant pour beaucoup de gens qui nous écoutent, même pour ceux qui connaissent, le mot, l'assertivité remonte déjà à 1949 OK. par un, psychologue qui s'appelle Andrew Salter, un psychologue, américain qui, d'ailleurs était très contre la psychanalyse. Il avait écrit énormément de livres, pour démonter, Freud et notamment tous les mensonges et les falsifications de données qui étaient faites, par Freud à cette époque-là. Et par contre, lui, il a beaucoup essayé de développer une thérapie active, notamment un de ses best-sellers, c'est C'est sur la thérapie par, association simple ou un truc comme ça? alors il y a de l'association simple, il a aussi travaillé là-dessus effectivement. La deuxième sur laquelle il a travaillé, c'est le réflexe conditionné. Oui. Donc en se basant sur les travaux de Pavlov, l'idée c'est de se dire, en gros, comment est-ce que je peux agir sur le contexte ou sur les actions de la personne pour développer petit à petit des réflexes chez eux qui vont, a posteriori, les aider à s'améliorer. Donc vraiment un travail de réflexion. Un des trucs qu'il a fait, c'est il a parlé d'assertivité. Le mot existait avant, mais c'est la première fois où on avait vraiment cette compréhension-là de assertiveness. Pour lui, l'assertivité, c'est le moyen pour une personne de ne pas devenir hystérique. Parce qu'elle arrive à affirmer ses besoins et affirmer ses objectifs. Là, du coup, il faut quand même, remettre, dans le contexte. Tu disais c'est 1940 et Ouais, quelques, il faut le remettre dans le contexte parce que même le terme hystérique, c'est un terme, qui est, même plutôt d'origine psychanalytique en c'est vrai. plus, paradoxalement. Ah mais complètement. De toute façon, c'était ça aussi qui se développait le Mmh, plus. bien sûr. Mais plutôt que, comme Freud, revenir sur les parents et essayer de déceler ça, lui, il se disait: «Non, on va plutôt mettre en place des réflexes, on va plutôt mettre en place des trucs d'activation» et ça a beaucoup influencé d'autres approches, dont après, il me semble Eric Berne s'est un peu inspiré aussi de certains de ses travaux. Mais en tout cas, l'assertivité pour lui, c'était son outil pour aider toutes les personnes qui, devenaient, je cite, «hystériques», c'est-à-dire qui avaient des explosivités d'agression, des moments où ça explose constamment et beaucoup de ces patients arrivaient dans un stade où, en fait, ça explose tout le temps avec leur, compagne, avec leurs amis, au boulot, où la moindre petite chose, bam, ils explosent, ils pètent des trucs et ça devient hyper vénère. Sa solution à lui, pour lui, cette, explosion-là, ce côté hystérique, c'était en fait, des volontés refoulées. C'est-à-dire un enchaînement de plein de fois Mmh. où la personne en question, le patient, n'a pas réussi à s'affirmer correctement. Et donc, à un moment donné, le cerveau a besoin de se libérer. Et donc, il se libère peut-être pas sur la bonne personne. Peut-être que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Oui, Je de sais pas. manière beaucoup trop forte et démesurée par rapport, à ce qui se passe dans le présent, mais en fait, c'est fruit d'une accumulation. Exactement. Comme en analyse transactionnelle, dont on va parler également aujourd'hui, il y a cette notion-là de ressort. C'est-à-dire que tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires un ressort, et puis d'un seul coup, tu le tires un peu plus, il lâche, et il revient avec une violence, alors que Mmh. peut-être toi en face, tu as juste fait un petit truc ou tu as fait une petite blague. Et donc, c'est décalage. Voici ce qu'il appelait lui la hystérie. Son remède à ça, ou un des remèdes à ça, c'était le I treatment. Il poussait ses patients à les forcer à dire je plusieurs fois dans leur phrase, plusieurs fois dans leur prise de parole. Oui, parce que lui, il faisait un lien avec l'affirmation de soi ou l'estime de soi, c'est ça? Exactement, c'est ça. Il faisait un lien très fort avec l'estime de soi. Et ce qu'il avait découvert, c'était qu'en fait, ces personnes-là qui n'arrivaient pas à s'estimer fortement devenaient hystériques à cause de ça. Donc, à l'inverse, si en réalité elles arrivent à s'affirmer correctement dans les bons moments,
C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de base, quand ils sont fatigués, qu'ils rentrent et que leur chérie leur dit qu'on va sortir, ben, dire je suis fatigué, par exemple. Et donc, il leur donnait des traitements qui allaient même jusqu'à, dans certains cas, les forcer à dire 3 fois je par phrase. Ce qui est beaucoup, hein. Alors, je pense que, je sens que, j'ai l'impression que, je pense, je pense, je pense. Et à force de faire ça, en fait, il a réalisé que ça développait leur estime de soi. Et en même temps, du coup, ça diminuait leur agression. Ça diminuait drastiquement leur explosion, leur hystérie, leur agressivité. Donc c'est assez fort quand même. Mmh. Ça veut dire que réussir à s'affirmer dans les bons contextes nous permet de mieux maîtriser et mieux enlever ces frustrations-là qu'on pourrait avoir dans la suite. Donc comment gérer ça? Eh ben, on va se baser sur un outil qui a été développé par Eric Berne plus tard dans les années 60, qui s'appelle les positions de vie. Juste avant de parler d'Eric Berne, c'est très moderne comme vision, je trouve, la vision que tu décris, parce qu'elle est ultra constructiviste. Elle est pas du tout sur, elle se concentre pas du tout sur les apprentissages passés. Ouais. Elle se concentre uniquement sur les apprentissages qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir changer le comportement ou modifier, modifier la manière de percevoir le monde extérieur, etc. Donc Absolument. c'est vraiment très moderne, je trouve. Bah, c'est pour ça qu'il a eu des résultats assez impressionnants dans ses travaux. Et c'est aussi la raison pour laquelle il était absolument contre Freud, Mm. qui lui était beaucoup plus Sur sur la biographie. sur la biographie et pour lequel lui, il n'y croyait pas. Il se disait, l'objectif, c'est de faire évoluer la personne. Effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, notamment avec la psychothérapie cognitivo-comportementale, bah, on tend de plus en plus dans ça, dans ce truc-là de développement plutôt que d'enlever le passé. Bon, après, la réalité, c'est que c'est quand même deux approches qui sont très complémentaires, Bien et sûr. être extrême dans l'un ou extrême dans l'autre, ce serait un petit peu dommage. Oui, ça serait dommage. Effectivement, il Bah, faut réussir à mélanger les deux. En tout cas, l'assertivité vient de là. Donc voilà, comme ça, si la prochaine fois vous lisez assertivité sur LinkedIn ou que quelqu'un vous sort ça, vous saurez comment lui dire. Donc, pour faire simple, assertivité, m'affirmer dans le respect de l'autre. C'est simple à dire, c'est plus difficile à mettre en place. Et là, c'est là où je vous donne l'outil, les positions de vie d'Eric Berne. L'objectif, je rappelle pour les personnes qui n'ont pas entendu les épisodes d'avant sur les analyses transactionnelles, l'objectif d'Eric Berne dans l'analyse transactionnelle, c'était à l'inverse de la psychanalyse où il y avait une position haute de la part du psychiatre ou du psychologue, c'est-à-dire que on avait un sachant et quelqu'un qui vient rechercher du savoir. Le patient ne sait pas, le psychologue, le psychiatre, etc., lui donne parce qu'il est plus fort. Eric Berne, lui, se disait, moi, je ne suis qu'un fournisseur d'outils. Et il voulait créer une approche de co-construction avec ses patients. C'est-à-dire développer des modèles que même un non-psychologue, quelqu'un qui ne comprend pas rien à la psychologie, peut comprendre et peut utiliser. Comme ça, lui, il peut ensuite utiliser cet outil-là dans sa vie, et le prochain moment où il le revoit, eh ben, ils peuvent débriefer en utilisant des termes que le patient lui-même mm. comprend. Donc c'est assez fort, c'est très empowering, en tout cas comme approche. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on a développé une approche comme ça de pouvoir raconter comment le client ou la cliente peut comprendre sa propre problématique, plutôt que s'il faut vraiment lui expliquer, lui enseigner toute une grille de lecture avec toute une grille psychologique, etc. C'est beaucoup plus simple dans cette... C'est ça. Au moins, la personne, elle peut aussi s'analyser. Mm. On verra d'ailleurs d'autres outils qui sortent de l'analyse transactionnelle plus tard dans les épisodes futurs. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les positions de vie. Position de vie, c'est une grille avec 4 cases. Comment je me perçois et comment je perçois l'autre. Voici les 2 axes. Comment ça se dessine? Les 4 positions de vie s'écrivent avec un premier signe, un slash et un deuxième signe. Le premier signe, c'est soit plus, moins, moins. Le deuxième signe, c'est soit plus, soit moins. Donc il y a 4 positions, plus, moins plus et moins, moins. Comment on les définit? Le premier signe, c'est comment je me perçois. Et le deuxième signe, c'est comment je perçois l'autre. Attention, non pas comment l'autre est avec moi, mais comment moi je perçois l'autre. Très important parce que du coup, ça veut dire que dans une discussion, les positions de vie d'une personne et de l'autre ne sont pas nécessairement symétriques. Je peux, moi, me considérer fortement et te déconsidérer. À l'inverse, toi, tu peux complètement te considérer et me considérer aussi. Mm. Donc, c'est ça qui est important. Donc, vous imaginez moins plus et moins, moins. À droite, vous avez je me considère positivement. À gauche, je me considère négativement. En haut, c'est je considère l'autre positivement. En bas, c'est je considère l'autre négativement. Donc, vous avez votre petite grille.
Le plus plus, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est bien évidemment l'assertivité. C'est-à-dire, je me considère positivement et je considère l'autre positivement. On va faire des exemples des 3 autres cases pour que vous les compreniez mieux. Et ensuite, on va voir comment on peut les utiliser activement. Le plus-moins, donc je me considère positivement, je considère l'autre négativement, c'est ce qu'on appelle la domination. C'est dont j'avais parlé avec la personne qui va engueuler. Est-ce que, Alexis, tu as d'autres exemples qui te viennent à l'esprit quand je te dis domination? C'est-à-dire des moments où, peut-être même toi, ça t'est déjà arrivé, parce qu'on passe tous par ces 4 positions dans notre vie. Bien sûr, ouais. Des moments où toi, tu considérais que tu t'affirmais, donc c'est-à-dire tu disais exactement ce que tu penses, ce que tu fais, mais tu considérais pas du tout l'autre. Dans quel contexte ça t'arrive? Je réfléchis. Ouais. Et vous pouvez aussi, chez vous, essayer de prendre ce temps-là. À quel moment dans votre vie, ça s'active, ce truc-là de, vous avez l'impression que vous affirmez complètement, par contre, vous n'écoutez pas du tout l'autre, ou vous vous en foutez, ou vous considérez l'autre comme négativement. Récemment, j'ai joué aux échecs avec un ami. Ouais. Et il y a une variante d'échecs qui s'appelle le main-cerveau, où il y a une personne qui fait la main et l'autre qui fait le cerveau. Ok. La personne qui fait le cerveau va dire le nom des pièces, et la personne qui fait la main va jouer la pièce qui est annoncée par la personne qui fait le cerveau. Ok. Donc, par exemple, si je fais le cerveau, je te dirai par exemple cavalier, et toi Et moi, je bouge le cavalier. tu dois bouger un cavalier, mais je sais pas ce que tu vas faire. Ok. Donc du coup, tu dois un petit peu comprendre mon chemin de Où pensée. tu veux que j'aille. Voilà. Ok, intéressant. Ou faire uniquement avec, bah toi, tu te dis que c'est ça le meilleur coup avec un cavalier, bah tu fais ce coup-là. Ok. On jouait avec un ami, et donc je faisais le cerveau et il suivait absolument pas ce que je voulais faire. Ok. Donc c'était super frustrant. Et donc je lui disais que de plus réfléchir, quoi, en fait, tu vois. Et Ok. donc c'était pas très cool de lui dire de plus réfléchir parce qu'il faisait déjà son mieux de Ah oui, manière ok. évidente. Voilà. Bah, très bien. À ce moment-là, effectivement, il y a un court moment où ton cerveau a dû se dire, mais il est con ou quoi? Voilà. Ce moment-là, c'est moi, j'affirme complètement ce que je veux, donc je suis en plus. Par contre, je considère l'autre négativement, donc moins. Ça vous arrive aussi, tout le monde, tous ceux qui se disent, non, moi jamais. À chaque fois que vous avez eu un débat, par exemple, avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, violemment, ou un complotiste, ou quelque chose du genre. Et le vous êtes moment- sûr que vous avez raison. Voilà. Mm. Le moment où je me dis, mais il est débile, il m'écoute pas, vous êtes en domination. Mm. C'est un moment où, en fait, je me dis, moi j'affirme, je sais ce que je dis, j'ai le droit de dire ce que je dis. Par contre, on s'en fout de l'autre. Mm. Ça arrive aussi dans les extrêmes aussi. Par exemple, si on prend genre un manager qui maltraite sa secrétaire, qui lui fait bah, va me chercher ça, reviens ici. Il s'en fout d'elle, il s'en fout de si elle est importante ou pas. Si là, par exemple, je te dis, Alexis, est-ce que tu peux me chercher de l'eau là, j'ai soif. Bah là, par exemple, c'est de la domination. J'ai pas du tout essayé de voir si tu étais OK avec ça. Je t'ai pas considéré. Et toi, tu t'en pas considéré à ce Bah, moment-là. après, tu pourrais faire encore pire, je pense, Oui, pour je me peux faire demander encore d'aller chercher de l'eau. Parce que là, tu vois, tu dis encore, est-ce que tu peux aller me chercher de l'eau? Oui, j'ai mis quand même la forme, mais je peux te dire, va me chercher de l'eau. Oui, voilà, quoi. voilà. Va me chercher de l'eau. Et moi, je continue mon truc. Donc, je me suis affirmé. C'est pas que je me suis calmé, mais je me suis quand même affirmé. Mais tu considères pas Mm. l'autre. On va aller dans la suite maintenant. Le moins plus, c'est la soumission. C'est la vieille qui fait ah, bon, bah tant pis, du coup, je vais faire avec. Non, mais c'est pas grave. La soumission, c'est. Elle avait peut-être prévu un très bon plan B. Peut-être qu'elle avait prévu un très bon plan. Ou pas du tout, hein, d'ailleurs. Le moins plus, c'est le moment où j'arrive plus à m'affirmer. Par contre, je considère l'autre comme hyper important. C'est un phénomène que j'appelle aussi le fanboy. C'est quand vous avez la personne qui fait oh, j'adore ce que vous faites. Est-ce que vous avez 5 minutes, vraiment juste 5 minutes pour prendre une photo? Après, si ça vous gêne, ne le faites absolument pas. Hein, parce que vraiment, si ça vous gêne, je ne veux absolument pas que vous preniez du temps. Voilà, merci beaucoup encore pour tout ce que vous faites. Et c'est beaucoup d'explications, beaucoup de justifications. Et en fait, il n'a même pas osé poser la question pour voir si l'autre, il était vraiment gêné par ça, quoi. Si on prend un exemple managérial, imaginez que, je sais pas, vous avez fait une grosse daube ou vous êtes en retard de ouf sur un projet et vous avez votre patron, et ben vous mettez un peu à vous surjustifier. Ce moment-là de oui, j'ai fait, et d'ailleurs j'ai pensé aussi à un truc pour la semaine prochaine. Et si je peux me permettre, après, vous avez le droit de me dire non, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je suis juste en train de proposer des décisions. Tout ça, c'est de la soumission. C'est en fait, j'affirme pas du tout, je ne me considère pas légitime d'affirmer ou de poser ma question.
Par exemple, là, si je te dis, Alexis, ouais, juste pour te dire, en fait, comment on est en train de tourner un épisode là, j'ai peut-être mal à la gorge, donc si tu peux, sur ton passage, si jamais à un moment donné tu sors, me chercher de l'eau, après, si ça te gêne, ne le fais pas, hein, vraiment, parce que, enfin, moi, voilà, bref, mais si tu peux pas, c'est pas grave, si tu peux, fais-le, c'est très bien. Si tu finis par. Tu sais quoi, laisse tomber. En Ouais, fait. c'est ça. C'est encore mieux. Mais ça arrive quand même, hein. Ouais. On reconnaît tous ces personnes-là qui nous demandent quelque chose et on leur dit ah je peux pas maintenant, est-ce que tu veux plus tard? Et ils vous fait ah bah non c'est pas grave. Mm. Et on fait bah pourquoi tu m'as demandé alors? Mm. Et ils font non 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 mais c'est bon t'inquiète pas c'est pas urgent c'est pas. Et on va se dire bah non. Du coup ça crée un espèce de double incompréhension parce qu'on se dit si c'était pas grave pourquoi la personne nous a demandé au début en nous disant que c'était urgent ou quoi que ce soit. Et si c'est urgent pourquoi la personne arrête de nous demander ça? Mm. Donc ça crée une dissociation, c'est ce qu'on appelle la soumission. T'as un exemple, toi, personnel, de quand t'aurais vécu de la soumission, par exemple? Je sais que je te mets sur le moment, là, Je pour sais pas, sortir attends, des je exemples. réfléchis. Pareil, vous essayez de Euh, réfléchir à des situations où vous avez eu cette activation-là. je me souviens qu'il y a une fois. On va croire qu'on règle nos comptes là, tu vois. Mais il y a une fois où je me suis déplacé pour un truc et je sais plus pourquoi, mais la personne n'était plus disponible, mais elle m'a pas prévenu au dernier moment, Ok. ce qui fait que du coup je me suis déplacé pour rien, rien. quoi, tu vois. Et en vrai, je lui ai dit, vas-y, c'est pas grave. Tu vois, Ouais, ok. mais parce que j'avais pas envie de perdre mon temps, mais c'est vrai que du coup, en termes De position. d'interaction, de positionnement, c'est plutôt, tu vois, j'ai pas dit que ça me faisait chier. Ouais, voilà. Tu vois. Et c'est souvent, on tombe dans la soumission quand on ne veut pas blesser ou quand on veut Mm. simplifier les discussions, en fait. On ne veut pas rentrer dans un conflit. Alors qu'en réalité, eh ben, en faisant ça, après on le fait tous, hein, moi aussi je le fais également, mais en faisant ça, ça crée du coup un apprentissage à l'autre de bon, bah, c'est OK en fait. Mm. Et bah, comme c'est OK, je peux me permettre de refaire ça. Tout à un niveau inconscient, bien évidemment. Donc voici la soumission. Soumission, c'est les moments où j'arrive pas à m'affirmer, où je me considère en tout cas moins important que l'autre. Ça, c'était pour la cause moins plus, donc. Moins plus, exactement, soumission. Il Il nous y a reste une moins dernière, moins. moins, voilà. Le moins, c'est la passivité. La passivité, c'est je ne sers à rien, tu ne sers à rien, le monde va mal, c'est de la merde, on va tous mourir. C'est que, globalement, Simple. simple. C'est un état qui est plus rare, mais qu'on vit pareil toutes et tous, où c'est en fait, on a l'impression que à quoi bon? C'est le moment où, par exemple, vous avez eu une grosse journée, où vous avez un challenge que vous n'avez pas réussi à dépasser. Vous rentrez chez vous et vous avez votre collègue qui vous appelle et qui vous dit oh, j'ai vu que tu étais en galère, dis-moi si tu as besoin d'aide pour que je te soutienne un peu, parce que je peux me libérer un peu dans les jours à venir. Et vous vous dites bah non, non. Bah non, de toute façon, il peut rien faire pour moi. Moi, je peux rien faire pour moi, c'est de la merde. Vous voyez ce moment-là? Mm. Où en fait, on abandonne. On se dit, à quoi bon? Et là, donc, pour cette personne, elle est dans un positionnement moins moins, là. Exactement. Mm. C'est de la passivité. C'est-à-dire que je considère que moi, je ne suis pas capable, la personne en face non plus. Mm. Ça arrive aussi, par exemple, si ça nous est tous arrivé quand on était, genre par exemple, adolescent, où on a eu une sale journée, on n'a pas envie d'en parler. Et on rentre et il y a nos parents qui nous disent comment ça s'est passé, on fait bien et on rentre. Et ils font ah mais non mais ça se voit pas, ça se voit que tu vas mal. Vas-y dis-moi, parle-moi. Et nous on a juste envie de leur dire mais non, laissez-moi juste tranquille, Mm. j'ai pas envie de vous parler. Et souvent ça explose d'ailleurs. On passe en domination au bout d'un certain temps. Il y a un truc de non non ça va, juste laisse-moi tranquille. Mais si, mais écoute, tu sais Mm. que si tu parles pas, comment tu veux que je t'aide? Non mais laisse-moi tranquille. Et après, on claque la porte. Vous voyez ce truc-là de... C'est ce que tu disais d'ailleurs sur on passe par les quatre. Ouais. En fait, oui, il y a même parfois des alternances et Absolument. est-ce qu'on pourrait penser, je ne sais pas si dans le modèle de l'analyse transactionnelle il y a cette idée-là, mais est-ce qu'il y a des dominances chez les personnes? Des majeurs? Oui. Oui. On va y arriver là-dessus dans un deuxième temps. Effectivement, il y a des dominances. On laisse ça de côté et on va revenir là-dessus plus tard. Mais en tout cas, la passivité, c'est ça. C'est un moment où, en fait, tu as l'impression que rien ne vaut le coup. Ni écouter l'autre, ni faire des trucs pour toi-même. Est-ce qu'il y a des moments pareils où toi, tu as déjà vécu ça, Alexis? Ben justement, au début, j'avais même du mal à l'imaginer, donc je sais pas trop si j'ai beaucoup de moments où je suis en mode vas-y. Je peux donner un exemple perso. C'était un moment donné où j'avais engagé beaucoup de frais et beaucoup d'investissements sur plusieurs projets en parallèle. Et en fait, 3 jours d'affilée, euh, j'avais eu que des ratés. C'est-à-dire, Ok. mes projets n'allaient pas très bien. Je loupais des trucs. J'avais eu une mauvaise nouvelle qui s'était ajoutée en plus. Et en fait, j'ai eu de nouveaux challenges que je devais encore surmonter. Et mon cerveau s'est mis dans un état d'esprit de, en fait, tu vas louper tout ce que tu veux faire plus tard.
et ça sert à rien d'en parler aux autres parce que personne pourra t'aider. Mm. Et donc en fait, la seule chose que j'ai fait, mais qui m'a fait du bien d'ailleurs, c'est je me suis enfermé pendant un jour. Et après, ça allait mieux. Mais il y a un peu ce truc-là de, en fait, laissez-moi tranquille. J'ai pas envie de parler. Là, je ne sers à rien. Et le monde autour de moi ne sert à rien non plus. De Mm. toute façon, c'est de la merde. À quoi bon? Vous voyez ce moment-là? Donc, les positions dites. Effectivement, on va avoir des dominantes. Mais c'est pas de ça c'est pas sur ça qu'on va se focaliser le plus, parce que ça va pas être l'analyse des dominantes qui va être le plus utile dans notre vie. Effectivement, la dominante dans l'analyse transactionnelle, c'est globalement le premier signe, c'est comment vous vous considérez, le deuxième signe, c'est comment vous considérez le monde autour. Une personne assertive d'une manière globale, c'est quelqu'un qui se considère en adéquation avec le monde, qui appartient à la société. Plus-moins, c'est quelqu'un qui se sent supérieur, qui considère l'environnement dans lequel il est comme inférieur à lui, comme moins bon. On le voit dans certaines sociétés, dans certaines cultures. On le voit chez certains individus aussi quand ils se déplacent d'un endroit à un autre. Où il y a un truc de, en fait, moi j'ai le droit de faire ce que je fais, les autres ne le font pas. Exemple, chez un psychopathe. Un psychopathe qui va agresser d'autres personnes est en plus moins parce qu'il se dit, comme moi j'ai souffert avant, j'ai le droit de faire ce que je veux aux autres. Et donc, je m'en fous des autres. Donc, je suis en plus moins continuel. Ça ne veut pas dire qu'il passe pas temporairement par les quatre, parce qu'on passe tous à un moment de notre vie par les quatre, mais ça veut dire que majoritairement, à un instant donné, le plus probable, c'est qu'il soit en plus moins par rapport à l'autre et par rapport au monde. Et pour préciser, c'est encore un modèle qui ne sert pas à mettre les gens dans des cases. Bien sûr. Encore une fois, ça ne sert pas à créer. C'est pas un outil de typification psychologique. Exactement. C'est pour ça que je disais que c'est moins utile ce côté-là de rang. Mais on peut considérer qu'il va y avoir un modèle plus large. Maintenant, à quoi il va servir? Ce qui était intéressant chez l'analyse transactionnelle, c'est qu'ils se sont dit, effectivement, l'assertivité, c'est la position par excellence de collaboration. C'est vraiment ça. Si vous voulez collaborer avec quelqu'un, au sens large du terme, travail, amical, amoureux, c'est-à-dire vous mergez vos volontés avec la personne en face pour aller à un objectif commun ou une destination commune ou un chemin commun, il faut de la collaboration, donc il faudrait être en assertivité. C'est la position par excellence. Maintenant, les trois autres positions en réalité sont utiles parfois dans certains contextes. On va voir si tu arrives à les deviner, Alexis. Vous aussi, chez vous, n'hésitez pas à réfléchir là-dessus. À ton avis, la domination, on l'a dit bien évidemment, quand tu t'énerves, tu considères l'autre con, c'est pas utile dans ce contexte-là, parce qu'il faudrait plutôt être en plus. Mais à quel moment c'est vraiment utile et nécessaire que je sois en domination? C'est-à-dire que je sois dans une position où j'arrête de me considérer, non, j'arrête de considérer l'autre, mais par contre, je me considère et j'affirme tout ce que j'ai besoin d'affirmer complètement. Quels sont les contextes et les environnements qui seraient le plus utiles et appropriés pour cette posture-là? Si je suis avec une personne qui a un fonctionnement tel qu'elle ne peut l'entendre que de cette manière-là. Alors, on peut considérer ça aussi. Euh, Dans l'analyse transactionnelle, on va partir plutôt sur l'idée de si je veux amener une personne à aller dans une direction, même son fonctionnement, il vaut mieux avoir un fonctionnement assertif avec cette personne-là, plutôt que arrêter de considérer ses émotions, parce que dans tous les cas, si j'arrête de la considérer elle en tant qu'individu, je vais pas réussir à l'influencer. Je vois pas vraiment de contexte où il faut cesser de considérer les autres. C'est là où je vais donner un exemple. Imaginez que vous avez une maman qui marche avec son fils de 3 ans dans la rue, Timothée. Timothée, Au là. hasard. Pardon pour les Timothée qui Ah nous oui, écoutent. au hasard. Timothée lâche la main de sa maman et commence à courir dans la rue alors que c'est un feu rouge. Qu'est-ce qu'elle va faire? Timothée, reviens ici! Elle va aller courir, elle va le choper, elle va faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec moi, ok? C'est de la domination. J'ai pas du tout considéré pour voir si Timothée était ok avec pas ou ce que je lui disais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence. La domination est excellente quand il y a une situation objective d'urgence, d'atteindre une urgence ou d'un danger. L'équivalent de ça en assertivité, ça aurait été la maman qui voit Timothée courir dans la rue et qui lui dit « Timothée, sache que tu risques de mourir si tu restes dans la rue. Après, libre de toi de choisir. » Voilà, moi, c'est rigolo, mais c'est moins efficace. On le voit aussi, par exemple, supposons qu'il y a un feu. Là, on est dans un studio de podcast. Si jamais il y a un feu et qu'il y a les pompiers qui viennent et qui nous disent « Baissez-vous, marchez par là », on va les suivre. Le pompier, il n'est pas du tout en train d'écouter
ou devoir, Hmm. ou de nous considérer d'un point de vue choix. Il est en train de nous donner des ordres hyper directifs pour atteindre un objectif rapidement. Pareil dans l'armée. Si vous avez une guerre, et vous le voyez parfois dans certains films, le moment où, par exemple, ils sont en pleine guerre et le général, il change de stratégie rapidement. Hmm. Et ben tout le monde suit. Oui, en fait, là, tu parles de contexte ultra Ah, spécifique, mais complètement. certains métiers particuliers. C'est ça. Mais c'est pour ça que je Hmm. dis, en fait, les 4 positions de vie sont utiles, mais dans Hmm. des contextes Bien spécifiques. sûr, ouais. Pareil pour la maman. En fait, la position de domination, c'est la position par excellence si vous voulez empêcher quelqu'un ou atteindre un objectif urgemment. Quelqu'un qui va trébucher, qui va tomber par terre. Attention, barrez-vous. Je suis en domination. Je dis ça de la même manière que je t'aurais dit va me chercher de l'eau. Hmm. En fait, c'est la même intention, c'est la même intonation, c'est la même énergie. C'est de la domination. Parce que du coup, je me méfie, je protège l'autre, ou alors je me protège, ou alors voilà. Soumission maintenant, moins plus. À l'inverse, quand est-ce que être en soumission est utile? Oui, du coup, il y a plein de contextes où, par exemple, si un policier m'arrête, je suis en voiture, il m'arrête et il me dit descendez, coupez le contact, descendez du véhicule. Moi, si je lui dis à qui tu crois que tu parles C'est ça, par exemple. Ou alors, expliquez-moi vos intentions, parce que comme ça, on pourra discuter. Ça marche moins bien. Hmm. Oui, si jamais je suis paré dans une situation où, on va dire, j'accepte la domination de la personne en face. Si j'accepte sa domination, dans ce cas-là, je peux me dire, bon, je me mets en soumission. Hmm. Pareil, c'est un niveau inconscient. Si je suis, par exemple, face à un feu, toujours, où il y a un danger, et ben s'il y a un pompier qui vient qui me dit courez par cette direction, courez, je vais courir. Hmm. Je vais pas le suivre, je vais pas poser de questions, j'y vais. Il y a aussi un autre contexte où la soumission est utile. Est-ce que tu arrives à le percevoir? Et vous, chez vous, essayez de réfléchir aussi. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de me soumettre face à mes patrons quand j'étais étudiant dans des boulots étudiants. Mhm. Tu vois, il peut y avoir mon patron qui me donne un ordre. Si on était dans un autre contexte que celui-là, je trouverais que c'est pas cool qu'il me donne un ordre. Dans ce contexte-là, en fait, il y a un truc qu'il faut que ce soit fait tout de suite. Et c'est pas lui qui va le faire. Ouais. Et c'est moi qui suis là. C'est moi qui le fais. Alors, vois un point important, effectivement, souvent on va penser boulot. La nuance là-dedans, c'est que je peux répondre à des ordres en étant assertif. Ok. C'est-à-dire, si là tu me donnes un ordre, tu peux me donner l'ordre en étant dominant comme en étant assertif. Donner un ordre en étant assertif, ça serait par exemple si je reprends la bouteille d'eau. Alexis, est-ce que tu pourrais aller me chercher une bouteille d'eau, s'il te plaît? Mhm. J'attends la réponse. Si jamais je donne cet ordre-là, ou alors toi tu me donnes un ordre dominant, en mode va me chercher ça. Moi, j'ai le droit de te dire en assertivité pourquoi tu as besoin de ça. C'est juste pour que je puisse savoir qu'est-ce que je vais chercher. Là, je suis en assertif. Et après, si tu me fais j'en ai besoin parce que j'ai soif, je peux aller te la chercher si moi ça me gêne pas Mm. en fait. Donc je peux quand même répondre à un ordre d'une manière assertive. Mm. Pareil, quand je donne ce cours-là à mes étudiants, parfois on me dit ah oui, en fait, quand je suis élève, je suis forcément soumis à mon professeur. En fait, c'est le cas pour les mauvais professeurs. C'est-à-dire un professeur qui est en domination, c'est un professeur qui considère que les élèves sont pas légitimes. On en a tous eu. Les profs qui vous disent n'hésitez pas à poser des questions si vous comprenez pas. Et là, vous levez la main, vous posez une question et il vous dit si tu m'as écouté, t'aurais compris. Autre question? N'est-ce pas? On a tous vécu ça. Ce moment-là, il est en domination. Et du coup, ça pousse l'élève à être en soumission. Il dit je l'écoute et je fais ça. Par contre, Voire en passivité en plus. voire en passivité. Ou à quoi bon, moi je sers à rien, lui il sert à rien. D'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de gens décrochent parfois. En fait, je suis incapable de faire cette matière et mon professeur n'est pas capable de me l'enseigner correctement. Donc il y a le 2 qui bascule en passivité. Dans tous les cas, par contre, je peux être en assertivité avec mes élèves tout en ayant un grade différent. Et ça, c'est un point qui est hyper crucial à comprendre. Les positions de vie ne sont pas la même chose que l'hiérarchie ou le respect. C'est pas genre je me comporte à égal. C'est que je considère l'autre Je dans sa prends en position. compte, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, un professeur assertif, ça serait, il affirme son cours, et s'il y a un élève qui lui dit je suis pas d'accord avec toi, il va pas se dire ah oui, t'as raison, je vais t'écouter. Non, il va demander qu'est-ce qui fait que t'es pas d'accord avec moi. Voilà, c'est ça. Et après, il va par contre réinsister s'il est sûr de lui. Là, c'est de l'assertivité. Oui. La Et il va pas domination. non plus lui dire ferme ta bouche, c'est moi le prof ici. Voilà, ça aurait été de la domination. Mm. Un prof soumis, ça aurait été si tu le crois, mais de toute façon, après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ça, après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Là, c'est un prof qui est un peu soumis. Donc, la soumission, par contre, elle peut servir à un autre endroit. Imagine, par exemple, et je vous invite à le faire, rappelez-vous d'un moment donné où vous avez fait une bêtise, une vraie erreur.
face à quelqu'un que vous appréciez. Vous avez fait une merde, vous avez oublié de prévenir quelqu'un parce que vous aviez un rendez-vous, vous n'avez pas été sympa avec quelqu'un et vous voulez aller vous excuser. Est-ce que vous allez vous excuser en lui disant: «Alors mec, j'ai réalisé que, je t'ai blessé, d'accord, j'accepte tes émotions. Moi de mon côté, je réalise aussi que j'ai fait une erreur, viens on en discute». Mmh. Non, en général, vous êtes plutôt en mode: «Eh, on peut parler? J'ai vraiment déconné. Là, je suis désolé, j'ai Mmh. déconné. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je ferai tout pour rattraper. Dis-moi ce que je dois faire pour me rattraper». Les phrases: «Dis-moi ce que je dois faire, je ferai tout pour», c'est de la soumission. C'est littéralement, je suis en train de me dire: «Je m'écrase et je te donne le truc». On se met aussi dans cette position-là quand il y a des gens en nécessité. Par exemple, je suis avec, heu, un grand-oncle ou mes grands-parents, qui sont, je sais pas moi, dans leur maison ou en état de maladie hyper, grave et qui me disent, «Va me chercher un truc à manger», bah, je vais m'exécuter. Mmh. Parce qu'il y a un truc en fait, je vais suivre. Même si moi ça me gêne, je vais complètement m'écraser et faire ça pour eux. À ton avis, c'est quoi le point commun entre tout ça? Parce que suivre une légitimité, un ordre, heu s'excuser, suivre des gens qui sont malades et aller à leur service, il y a un point commun entre tout ça, qui est justement les contextes qui servent la soumission. Ah, moi, j'aurais parlé des systèmes de valeurs. Parce que tu vois, on pourrait imaginer que la personne malade, elle te dit oh, va me chercher à manger. Et toi, tu réponds bah, tu peux le bouger, tu peux lever tes fesses, tu vois. Par exemple? Mais en fonction de ton système de valeurs, a priori, si tu as un système de valeurs qui peut être plutôt tourné vers les autres et qui va être plutôt en lien avec le groupe social, avec le fait de prendre soin, ben oui, c'est là que tu vas le faire. Complètement. Dans ce système de valeurs-là, tu as parlé de tourner aux autres et effectivement les contextes, effectivement le contexte va changer en fonction de ton système de valeurs, mais le point commun, c'est création de liens. La soumission, c'est la posture idéale pour recréer du lien ou créer un lien cassé. Je crée un lien avec une domination, effective. Mm. Donc du coup, je suis, Ça me faisait penser à l'empathie aussi. par exemple, l'empathie, je ne vais pas nécessairement agir. L'empathie, ça va être il va y avoir un peu d'empathie là-dedans, mais dans la soumission, il y a aussi ce truc-là de, je suis en empathie, mais je ne considère pas mes émotions et je ne me considère pas dans ce Mm. contexte-là. Et effectivement, c'est hyper utile. Quand je suis, en train de m'excuser, pour renouer un lien, si je ne suis pas sincèrement désolé, en fait, si je suis sincèrement désolé, je serai en soumission. Mm. Parce qu'il y a un peu un truc de je veux recréer du lien, quoi que ce soit. Et du coup, je fais un effort supplémentaire, etc., etc. Ah oui, et cet effort supplémentaire, c'est la soumission. Voilà, c'est ça. Parce que je suis pas en train de considérer, en fait, moi, mon avis. Je suis en train de dire, mec, dis-moi ce que je dois faire. Mm. Fais-moi. Donc ça, c'est pour le moins plus. C'est ça, Il nous reste le moins moins. le moins moins. Ouais. Le moins moins, il a une utilité, un contexte. Si je te ramène, et je vous invite à le faire aussi, ramenez-vous au moment où les contextes qui vous poussent à être en passivité sont quoi? En général, surcharge de travail, mauvaises nouvelles, trop d'interactions sociales, pas suffisamment de plaisir. Ah, on pourrait dire que le moins moins, ça sert à recharger ses batteries. Exactement. En fait, comment recharger ses batteries? Eh ben, le cerveau envoie un signal de ça sert à rien d'agir parce que tu es une merde. Mm. Et ça sert à rien de demander de l'aide parce que les autres sont de la merde. Donc va te reposer. Et en fait, c'est ça. Le meilleur moyen pour gérer la passivité, c'est de se reposer. Parce que, en fait, c'est ça. Quand vous êtes en passivité, c'est à un moment donné où, en fait, c'est trop. Et c'est pour ça que je reviens sur mon exemple. Quand je me suis senti comme ça, je me suis isolé, je me suis mis en mode automatique. C'est-à-dire, pas de réveil, pas de jugement. Si j'avais faim, je mangeais. Si je voulais voir un film, je regardais. Si je voulais scroller sur les réseaux, même si je trouve ça horrible, je le fais. Pas de jugement. Je lis un livre, je dors parce que je suis fatigué, je me réveille. Et je laisse le truc passer jusqu'à ce que je sorte de la passivité. Après, une passivité chronique, c'est la dépression. Et ça se traite différemment. Mais c'est ça, Bien hein. sûr, bien sûr. Donc, vous voyez un peu mieux, j'imagine, maintenant les 4 positions de vie. L'objectif maintenant, c'est de se dire, dans une position de collaboration, parce que c'est vraiment ça qui est important, dans un contexte de collaboration, votre objectif, c'est de passer à l'assertivité. Et là, il y a 2 grosses stratégies. C'est ça que je vous invite à faire. Première étape, c'est d'abord, quand vous êtes face à la personne, essayez de réaliser je suis où. Est-ce que je suis en assertivité? Est-ce que je suis en domination? Est-ce que je suis en soumission? Est-ce que je suis en passivité? Première étape. Deuxième étape, en fonction de où vous êtes, vous allez basculer vers l'assertivité. Et selon la théorie d'Eric Berne, qui est assez incroyable, et pour le coup, vous la voyez
en l'attestant. Si vous restez en assertivité, au bout de 3 interactions en moyenne avec la personne en face, l'autre basculera en assertivité Bien aussi. sûr. Ça, c'est hyper fort. Vous ne pouvez pas ne pas réagir de l'assertivité. Et là, j'imagine toutes les personnes qui se disent oui, mais en fait, moi, c'est simple d'aller en assertivité. Mais souvent, la personne en face me fait tellement chier qu'elle me pousse à être en domination. Et du coup, la personne ne me considère pas, donc elle est en domination, position tigre. Moi, je suis en domination, position tigre, on se combat et en réalité, ça résout rien. Donc, on va faire un petit jeu pour t'illustrer ça. Tu vas me faire une demande en mode domination. Ton job, Alexis, c'est de rester au maximum en domination. Ok. Ok. Fais-moi une demande, ce que tu veux. On peut se dire, on est dans un contexte, t'es mon patron. Mais bêtement au maximum, tu veux dire ou... Bêtement au maximum. D'accord. Juste pour illustrer ce que ça fait. Et vous, essayez de voir quels sont les basculements qui se mettent en place. Et on va décortiquer ça après. C'est toi qui t'occupes de tous les montages. Là, j'en ai marre de m'occuper des montages des vidéos. Donc là, pour tous les prochains tournages, c'est toi qui t'en occupes. Ah, pour tous les prochains? Oui, tous les prochains. J'en ai plus rien à foutre en fait. Donc maintenant, c'est toi qui va. J'en ai marre en fait. D'habitude, c'est moi qui le fais. Donc là, maintenant, ça va être toi. Pourquoi t'en as marre? Intéressant. Hein. T'es obligé d'expliquer. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Ouais. Tu sens ce truc-là au début, je me dis, je l'écoute pas. Et puis, comme la personne insiste. Ben, en fait, j'ai l'impression, en effet, d'être considéré. Tu vois, donc j'ai envie. Je passe de. J'ai envie de te faire un truc contre ta volonté presque. C'est ça? À trouvons une solution ensemble par rapport à mon problème. Exactement. Parce que je me sens écouté. C'est ça. On peut faire un autre exemple maintenant de domination agressive. Là, tu as fait une domination passive, c'est-à-dire une domination de type, en fait, je délègue et juste il me saoule. Il y a une autre type de domination qui est de l'agressivité. Genre, je viens et je te dis, putain, Alexis, tu saoules. Tu sais que dans tes derniers tournages, là, tu as fait de la merde. Donc là, tu me résous ça ce soir. Hein. Je veux que ce soir, tu me résous tous ces trucs. Là, si tu me fais, c'était quoi les soucis? Non, mais en plus, tu me poses la question. Non, mais n'importe quoi. Ça se voit que tu es incapable de faire ça. Je suis désolé si j'ai fait un travail qui n'était pas à la hauteur de ce que tu voulais. Est-ce que tu peux me donner des exemples? Voilà. Bah, par exemple, à ce moment-là, je suis rentré en assertivité. Quand je te dis, par exemple, ce moment-là où je veux que on est rentré dans une discussion de collaboration. Oui. Ça va être difficile de maintenir la posture agressive et dominante C'est ça. en répondant à des questions sur des trucs très objectifs. Exactement. C'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, et ça, vous voyez rapidement, des positions instables. Il y a très peu de positions stables. Stable, c'est quoi? C'est tu restes dans ta position de vie, je reste dans ma position de vie. Ou en tout cas, vous restez avec votre interlocuteur dans les mêmes positions. Il n'y en a pas beaucoup. 2 assertifs ensemble, c'est stable. 2 dominants ensemble, c'est stable. Parce que toi, tu t'énerves, moi, je m'énerve. Ça va faire une escalade symétrique. C'est ça. Souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Moi, je te dis, oh là là, regarde, t'as pas fait ton montage. Tu me dis, oh non, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu te rends compte du nombre de temps que je passe? Mais arrête tes conneries, tu sais que c'est moi qui ai investi, machin, bidule, etc. Et, bidule. Et ça augmente, ça accélère. Et puis à la fin, pouf, ça explose. Donc, dominant, c'est stable. C'est pas agréable, mais c'est stable. Soumission, domination, ça marche aussi. Alexis, pourquoi t'as pas fait ces montages? D'ailleurs, je précise, je suis en train de faire que ces exemples-là, mais bien sûr, ça va être n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas du tout de. Vous le voyez pas, mais à la caméra, il fronce les sourcils et il tient une pancarte avec écrit "Tout ça est vrai, Alexis." C'est horrible. C'est compliqué de faire des jeux de rôle. Mais du coup, si moi je fais ça, parfois la réponse inverse, c'est la soumission. Ah merde, pardon, j'ai fait du mauvais boulet. Non, je suis désolé, excuse-moi, vraiment, là je vais réparer, j'espère que la prochaine fois. Et c'est stable. On a souvent d'ailleurs même on le voit beaucoup dans des boulots, dans des métiers où on a le manager qui est en domination par rapport à certains de ses employés et les employés sont en soumission par rapport à leur employeur. C'est très malsain, mais c'est stable. L'employé, il est en soumission, l'employeur, il est en domination, il dit ils sont cons, l'autre il dit il est trop agressif. Et c'est stable, mais c'est pas. Dans certaines situations de harcèlement, avec une personne harcelée qui a une très faible estime d'elle. Exactement, aussi. Harcèlement, agression en couple, etc. Enfin, une position stable, mais qui sert à rien, c'est 2 passifs. 2 passifs se regardent, se disent on se suicide, ouais. En fait, ça sert à rien. Il n'y a rien qui avance, mais ça va pas trop bouger. Mais juste, par contre, du coup, dans le modèle que tu viens de présenter, il n'existe pas dominer, parce que pour toi, ça ferait passif. Soumission, oui. tu veux dire. Non, soumission, ça en fait, c'est pas stable. En réalité, le soumission, et c'est là où on arrive sur d'autres équilibres qui sont ce qu'on appelle des équilibres instables. Si je mets une personne soumise par rapport à une personne soumise, c'est genre moi je viens et je te dis
Ah, Alexis, merci que t'es là, mec. J'en peux plus. Je sais pas quoi faire. Fais le taf. Genre, on est tous les deux, par exemple, collègues. Et si moi je te réponds non mais moi non plus en fait j'en peux plus mec, c'est Voilà. vrai qu'au fond ça sert à rien quoi en fait tout ce Bah, qu'on en fait. fait, c'est très instable cette position-là. Ouais. Soit l'un d'entre nous va passer en dominant. Je dis, oh, il saoule l'autre, en fait. Bon, allez, je vais arrêter de le considérer parce qu'il est ridicule. Soit tous les deux, on passe en passivité. Ouais, d'accord. Parce que tous les deux, on se dit, ah, mais l'autre, il sait pas. L'autre, il sait pas. Donc, abandonnons le projet. Mm. Donc, c'est instable. Pareil, assertivité, domination, assertivité, soumission, c'est très instable. Et c'est pourquoi, comme c'est instable, celui qui garde sa position le plus va basculer l'autre dans la position stable la plus proche. D'accord. Donc si vous gardez l'assertivité et vous vous dites je reste plus, je reste plus, c'est douloureux, c'est difficile, j'ai envie de lui exploser le crâne. Je reste plus. Au bout d'un certain temps, la personne va basculer en plus. Plus. Et donc comment je fais? Si moi par contre je réalise que je ne suis pas en plus, j'ai commencé domination, je rentre dans un débat, je me dis oh là là, la personne est débile. Ou alors je suis en soumission ou en passivité. 3 stratégies différentes et on va terminer là-dessus. La première, c'est plus moins. Je suis en domination. En fait, ce qui me manque, c'est de l'intérêt de l'autre. Donc, un mot-clé, curiosité. Si je suis en domination par rapport à l'autre, le meilleur moyen pour me forcer à aller dans l'assertivité, c'est poser des questions. Et vous allez voir que les premières questions que vous allez poser, pour vous, pour votre cerveau, ça ne va servir à rien. Si vous vous forcez à poser au moins 3 questions, au bout d'un certain temps, vous allez développer votre intérêt de l'autre. Curiosité qui était également le troisième point sur L'anti-manipulation, exactement. C'est un outil qui est hyper fort. On va avoir aussi un épisode exclusivement sur la curiosité parce que c'est un outil qui est redoutable. Mais donc, si moi je suis en domination, en réalité, comment je peux m'intéresser à l'autre? Bah, je lui pose une question. Ah, pourquoi en fait t'es énervé? Et dans ma tête, il y a toujours cette petite voix qui va me dire oh là là, il va me dire ça et ça et ça. Je la mets de côté, je me force à poser une deuxième question et une troisième, et je passe en assertivité. Si je suis en soumission maintenant, en soumission, c'est un peu plus complexe parce que si à cet instant présent, je n'ai pas l'estime de moi-même, c'est difficile de vraiment basculer dans quelque chose où je mets un double effort. Donc en fait, la stratégie de ça, c'est j'arrête d'écouter temporairement l'autre pour me valoriser moi-même. Et donc je passe temporairement par la domination. Une fois que je suis passé par la domination, bah, je réapplique la curiosité pour aller à l'assertivité. Hmm. Parce que passer de la soumission à l'assertivité, c'est très complexe. Oui, là l'idée c'est de passer à la domination pour faire le Se même chemin redonner que du ce soi. que tu disais juste avant. Voilà, c'est ça. Parce que à l'inverse que la domination, en fait, je ne peux pas aller à l'aide des autres personnes si moi je ne suis pas à l'aide de moi-même, si je suis pas à l'écoute de moi-même. Si on pense au message de sécurité quand vous prenez l'avion, qui vous dit quand il y a les masques d'oxygène qui descendent, vous mettez d'abord sur le vôtre et ensuite sur vos enfants. Même chose. Hmm. L'idée, c'est de se dire, en fait, ça ne sert à rien. Je ne peux pas faire d'efforts. Si je suis dans un état d'esprit de, en fait, je vais faire tout ce qu'il me dit et de toute façon, je vais m'écraser, je ne peux pas basculer dans de l'assertivité saine parce que je n'ai pas d'énergie sur moi. Oui. Donc pendant un court instant, j'arrête d'écouter l'autre. Je me mets en domination très forte, d'où le message d'ailleurs du iMessages dont on avait parlé au tout début. Je passe en domination et ensuite je bascule en assertivité. Et enfin, la passivité, la plus complexe. Mais la solution, on l'a déjà donnée dans l'épisode. C'est quoi? Est-ce que tu t'en souviens, Alexis? La solution à la passivité, Comment passer de la passivité à l'assertivité? bah, j'imagine qu'il faut prendre un temps de pause. C'est ça, c'est tout. En fait, il n'y a pas meilleur moyen. La passivité, c'est pas une histoire de relation avec l'autre. C'est un truc de, par rapport au contexte donné, le cerveau n'a plus d'énergie à donner. Il lui manque des hormones, il a une saturation, il n'a pas eu assez de plaisir, donc prenez une pause. Donc au maximum, même si vous êtes au boulot, etc., dites, je me sens pas bien, j'ai besoin d'une pause. Je donne un exemple concret qui m'était arrivé. Il y avait un lundi matin où je m'étais réveillé et j'avais 3 rendez-vous clients avec 3 boîtes pour qui je devais intervenir. J'avais déjà préparé mes rendez-vous et tout, des clients importants pour le coup. Je me réveille et je sais que je suis pas malade, mais j'arrive pas à me lever du lit. Vous voyez ce moment-là où vous savez pas pourquoi, vous n'avez pas d'énergie pour bouger, mais c'est pas non plus la même fatigue que quand vous avez de la fièvre ou quand Hmm. vous avez un virus. C'est vraiment le truc de j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à bouger. Et là, je me suis dit waouh, il y a un truc que je ne comprends pas. Et à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi. Parce que quand vous êtes en passivité, vous n'avez pas l'énergie non plus pour comprendre, pour analyser. Première chose que j'ai fait, j'ai récolté le maximum d'énergie que j'avais encore, qui était vraiment un effort très fort, et j'ai envoyé un mail à chacun des clients pour leur dire excusez-moi, je sais qu'on a prévu un rendez-vous aujourd'hui, je ne me sens pas bien.
quand est-ce qu'on peut décaler le rendez-vous. Pour 2 d'entre eux, nickel. Il n'y a pas eu de souci. Ils m'ont dit récupère bien, on peut se revoir la semaine prochaine, et on s'est recalé un autre. Pour le 3e client, parce qu'il y avait une organisation plus difficile, ils m'ont envoyé un message assez vénère en mode mais non, mais c'est horrible, en fait tu te rends compte, nous on a passé énormément de temps, on a galéré pour mettre et le RH et le directeur, etc., disponibles ensemble, peut-être qu'on ne va jamais retrouver de rendez-vous comme ça, il faut absolument qu'on le garde. Très D'ailleurs, dominant. c'est quoi comme... Ouais, voilà, exactement, très dominant. Là, je me suis dit, je garde l'assertivité dans dans cette position-là. Donc, j'ai utilisé encore plus d'efforts. Je suis crevé à ce moment-là. Je leur envoie un mail, je leur dis, je comprends que ça a dû être hyper difficile pour vous d'organiser ça. Et je vous remercie encore à nouveau pour tout l'effort que vous avez mis en place. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Et si l'on fait le rendez-vous, je crains que je ne serai pas le plus utile pour vous parce que je ne serai même pas capable de vous écouter proprement. Est-ce qu'il y a vraiment aucun moyen de décaler? Et à ce moment-là, ils m'ont répondu, ils m'ont dit non, ça va, on devrait pouvoir le faire, mais la prochaine fois, vous venez. Hmm. J'ai fait ok, merci beaucoup, je tâcherai de venir. Une fois que j'ai envoyé ces messages-là, Dodo. mode automatique pendant un jour. Si j'étais fatigué, je dormais. Si je voulais manger, je mangeais. Si je voulais... Et en fait, au bout de le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai eu une illumination qui était que effectivement la semaine dernière, c'était l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. La semaine dernière, j'avais eu plein d'enchaînements et plein de ratés. Que des mauvaises nouvelles, que des loupés, que des trucs qui marchent pas. Parfois, ça arrive. Hein. Juste le hasard des choses fait que tout ce que vous avez essayé de faire ne marche pas. Et donc, en fait, je n'avais pas eu de plaisir et j'enchaînais juste sur des trucs Hmm. encore plus challengeants. Et mon cerveau n'avait pas eu le temps de récupérer Hmm. et de recharger ses batteries. Finalement, le fait de remarquer qu'on est dans une posture passive, c'est une manière de pouvoir mieux s'écouter. Exactement, c'est ça. Et donc, écoutez-vous au maximum et vous allez en sortir hyper, hyper vite. Et donc, voilà comment vous pouvez reprendre le contrôle sur vos différentes discussions. Donc ça, c'était déjà ultra concret. Est-ce qu'on a quand même un tips pour cette semaine? Absolument. Et avant le tips, on arrive sur la partie Bien sûr. questions. Merci encore pour tous les nouveaux abonnés au Patreon. Super. Écrit 51-51. Ouais. On dit quoi? Et maintenant, on arrive au tips, je pense. Ouais. 51-50. Ah oui, il est long cet épisode. Ok, limite, je viens de le dire, en fait, tu pourras juste le décaler et le mettre à la fin. Ouais, on peut faire ça. Ok. Bon, je vais le redire au cas où. Alors, donc là, on a déjà un épisode qui est ultra concret. C'est quoi notre tips de la semaine? Est-ce qu'on en a quand même un? Oui, absolument. Un des trucs que je vais vous donner, et c'est un des retours que j'ai beaucoup pour certaines personnes qui écoutent ces podcasts-là, qui m'ont dit ouais, mais j'ai déjà essayé une ou deux de ces techniques-là et ça n'a pas marché. En fait, tous les techniques qu'on vous a déjà parlé avant, la négociation raisonnée, l'anti-manipulation, les techniques de créativité, les techniques de curiosité, insight, toutes les techniques de communication, en fait, ne marchent que si vous êtes en assertivité. Et ça paraît bête, mais en fait, la quasi-totalité du temps, si vous avez appliqué une technique et qu'elle n'a pas marché, c'est que très probablement vous n'étiez pas en assertivité. Exemple tout bête. Dans la communication non violente, on en parlera beaucoup plus en détail plus tard, l'idée c'est de se dire j'exprime mes émotions pour les transmettre à l'autre. Et beaucoup de gens, j'ai déjà eu une fois en formation, me dire ouais, en fait moi je fais ça et ça ne marche pas. Et je leur dis bah vous le faites comment? Bah j'étais allé à mon patron, je lui dis écoute, tu sais que ça me saoule quand tu me dis ça. Et j'ai fait intéressant. Tu sais que ça me saoule quand tu me dis ça. En réalité, c'est quelle position? C'est dominant. C'est dominant. Il y a une immense différence entre dire ah ça me saoule quand tu me dis ça, que dire écoute, j'entends ce que tu me demandes de faire. En revanche, sache que la manière dont tu me l'as dit, moi, ça m'énerve. Est-ce qu'on pourrait passer à une autre manière de faire? Ça, c'est de l'assertivité. L'assertivité veut dire que peu importe ce qui se passe, j'écoute l'autre et je suis toujours dans la bienveillance de l'autre. Et donc, le conseil que je vais vous donner, c'est ça. Si vous appliquez un conseil de communication, vous essayez d'appliquer un modèle et que ça ne marche pas, je peux vous garantir, promesse de mentaliste, que vous n'étiez pas assertif. Alors réfléchissez dans quelle position vous étiez et basculez en assertivité. Super. De quoi on va parler la semaine prochaine, Tara? La semaine prochaine, on parle d'un épisode hyper intéressant qui va être la suite
d'un des épisodes qui a le plus marché de la première saison. Détection de mensonges, partie 2, où on va rentrer beaucoup plus en détail sur de nouvelles techniques qui ont été développées, comment vous utilisez ça, et vous naviguez parmi les personnes honnêtes et les menteurs. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.